Il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà Caravanier et d'autres un peu moins. Donc, je nous présente. Donc, Caravanier, on est une petite équipe. Là, ce soir, moi, c'est Julie. Je suis complètement sur mon écran, c'est à gauche. Je ne sais pas où ça arrive de votre côté. Moi, je suis la responsable des voyages en Europe. Donc, c'est pour ça que, que c'est moi qui vous raconte des choses ce soir. Au centre, vous avez Alexandre. Donc, si vous voyagez en Europe en groupe, vous allez forcément parler à Alexandre pour préparer votre voyage. C'est lui qui répond au téléphone pour toutes les questions, puis toutes les demandes d'inscription. Et sur le côté, vous avez Frédéric. Frédéric, il va s'occuper des voyages non guidés et des voyages sur mesure, en fait. Donc, quand c'est juste vos dates, ça, je vous explique le concept tout à l'heure, ou si jamais vous voulez privatiser tout un groupe pour votre gang, vous êtes une gang d'amis, vous voulez privatiser votre groupe, ça, c'est avec Frédéric que vous avez parlé. Donc, on est un petit peu les trois à parler d'Europe. Comme tous les trois, on guide aussi. S'il y en a un qui n'est pas là, bah, vous allez parler à un des deux autres. On est souvent sur le terrain. Caravanier, on est une agence, alors j'aime pas trop, enfin comme j'aime pas trop le mot, mais une agence de voyage d'aventure. Concrètement, moi je trouve qu'on est une agence de voyage à pied, donc on découvre à pied essentiellement. On a aussi quelques voyages en kayak de mer et puis quelques voyages d'alpinisme. Donc on a même un voyage plutôt de ski. Donc là où vous pouvez voir le Groenland en kayak de mer, on le fait aussi en trek et c'est assez quand même une destination assez merveilleuse. On va bien sûr au Pérou, on a des voyages qui vont être très engagés avec beaucoup d'altitude et puis des voyages très relax comme marcher dans les dunes au Maroc finalement. C'est très relax, on marche jusque 4 5 heures dans la journée puis c'est vraiment vraiment le fun. Donc là ce soir, moi les deux destinations dont je vous parle, je vais vous expliquer le niveau. Ça fait partie de ce qu'on appelle les Dolce Vita en Europe. Donc, bon, je vous en dis pas trop. J'explique le niveau à ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ont déjà voyagé avec nous et particulièrement en Dolce Vita, ben, vous connaissez tout ça. Donc voilà. Euh, Notre équipe, on est une petite équipe basée à Montréal. Donc là, je vous parle depuis les bureaux de Montréal. Sur cette photo, il manque Anaïs qui s'est joint à nous récemment. Petite équipe, on est beaucoup sur le terrain. Donc, une équipe qui nous permet de pouvoir nous absenter. Et puis, vous regardez tout en bas, il y a Caravanier et ses engagements. L'idée des engagements, c'est que depuis toujours, donc on sait que voyager en avion, ça a un impact sur la planète. Et donc depuis quand même pas loin de 15 ans ou même une vingtaine d'années, on compense l'émission de gaz à effet de serre. Et on le fait auprès de insolites bâtisseurs, ce qui nous permet en fait de refinancer des programmes de notamment euh, soit qui replantent des arbres, c'est un peu le cliché, mais c'est aussi euh, des programmes qui permettent à d'autres populations ailleurs sur la planète de moins consommer du bois, notamment, etc., etc. Je ne fais pas un cours là-dessus ce soir. Je vous invite à regarder Sweet Bâtisseur un petit peu pour voir comment ça fonctionne. On est aussi très fiers d'être membre du 1% pour la planète. Ça, ce petit logo bleu, parfois quand vous allez à l'épicerie, vous allez regarder des choses et puis vous allez le retrouver, ce logo. C'est Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui a créé ce mouvement-là. Et donc, pour être membre du 1% pour la planète, il faut remettre au moins 1% de son chiffre d'affaires, donc non pas des produits, des profits, mais vraiment de votre facture. Il y a au moins 1% qui part dans des actions bonnes au profit de l'environnement. Et on doit le prouver, c'est très suivi. Nous, on le fait grâce au fonds plein air 1% pour la planète, qui est géré par Aventure Écotourisme Québec. Et ça nous permet de participer à des projets de préservation, par exemple, de protection de la rivière Magpie, puis d'autres projets comme ça. Là aussi, renseignez-vous parce que ça fait une vraie différence. Nous, dans notre manière de faire, on aimerait vraiment que vous nous choisissiez. Alors bien sûr parce que les itinéraires sont tripants, mais aussi parce que ben, vous êtes en accord un petit peu avec ces valeurs-là. Et ben, c'est ça, ça vous donne envie de le faire. Je vois la liste des participants, puis je me rends compte que j'en connais quelques-uns et qu'il y en a d'autres qui vont bientôt partir en voyage. Donc j'en profite pour leur faire un petit allô. Dans les engagements, là, j'ai rien
qui explique ça. J'ai pas mis de photos. Nous, Caravani, on essaie de faire bien les choses. Et euh, faire bien les choses, c'est à la fois les faire bien pour les voyageurs. Donc, on va créer un itinéraire que si notre manière de le faire, notre itinéraire au jour par jour, fait une différence avec ce qui existe déjà dans les treks habituels. Donc, par exemple, ça fait des années qu'on a arrêté d'aller au camp de base de l'Everest parce qu'on trouve que c'est pas là que c'est le plus tripant. Par contre, la vallée d'à côté, ben, ça nous plaît. Donc, le Kilimandjaro, on s'entend qu'il y a beaucoup d'agences qui vont au Kilimandjaro, mais nous, on fait la voie du Nord, on va dormir dans le cratère et ça, on peut se le permettre parce qu'on s'est acclimaté sur une autre montagne. Et ça, finalement, c'est très rare. Et en plus, on a des conditions salariales pour nos porteurs qui sont vraiment excellentes. Donc là, on estime qu'on apporte quelque chose et qu'il vaut mieux passer par nous que par n'importe qui d'autre. Donc, on se permet de le faire. C'est un peu ça qui est sous-jacent. C'est comme donc vous offrir les itinéraires qu'on trouve le plus intéressants possible, ceux qu'on ferait avec nos proches, en fait, en tant que guide, de dire, bah, tiens, ouais, s'il y a un itinéraire, en fait, où on n'amènerait pas nos proches, ben, c'est que ça vaut pas la peine de vous le proposer. Donc c'est un peu ça. Donc on essaie de faire ça bien pour nos voyageurs, avec bien sûr de la super qualité sur place de un peu tout ce qu'on fait. On essaie de faire ça bien pour l'environnement, ça je vous ai expliqué avant aussi. Et on essaie de faire ça bien pour les gens avec qui on travaille. Donc je donnais l'exemple au Kilimandjaro. Ça s'applique un tout petit peu moins dans les voyages dont je vous parle ce soir, parce qu'au final, c'est pas des destinations avec un écart de niveau de vie par rapport à nous et c'est pas des destinations où on a des porteurs et une grosse équipe locale. Par contre, ça se transmet par le respect et l'humilité qu'on a quand on rencontre les gens de la place et qu'on espère transmettre ben, aux voyageurs qui nous accompagnent. Donc voilà pour les engagements. Un petit mot sur les voyages dont je vous parle ce soir. Ça, c'est nos voyages en Europe, sachant que la carte est coupée trop court. Donc l'Irlande et la Norvège, ce sont les deux flèches que vous pouvez voir, et que les Canaries sont un tout petit peu plus bas que le, que ce soleil. Donc j'espère que vous voyez ma souris. Donc vous avez un soleil ici, ce sont les Canaries, et ce soleil ici, jaune, c'est l'Andalousie. On a aussi le Portugal, il y en a qui y sont allés dans la liste. Le Pays Basque, il y en a encore qui y sont allés dans la liste. La Sardaigne, le Monténégro, la Grèce continentale et la Crète. Donc hier soir, j'ai parlé de la Grèce continentale, de la Crète et du Pays Basque. Et ça va être bientôt mis en ligne sur YouTube s'il y en a qui veulent le revoir. En 2027, on devrait avoir un voyage au centre de l'Italie. Ça, c'est en cours de réflexion, on est en train de le préparer. Mais donc ce soir, donc ça je vous en dirai plus dans 6 mois. Ce soir, c'est vraiment l'Espagne, et donc l'Espagne continentale avec l'Andalousie et l'Espagne des îles avec les Canaries. Un petit mot sur ces voyages confortables. Donc l'idée ici, c'est de euh, les 3 voyages dont je vous parle ce soir, c'est des Dolce Vita. Donc, Dolce Vita, ça veut dire qu'on dort dans des auberges ou des hôtels qui sont plutôt charmants, en tout cas le plus charmant de ce qu'on trouve. On n'aime pas trop les trucs les hébergements de luxe. C'est pas notre manière de voyager. Par contre, la simplicité euh, charmante, ça, c'est vraiment ce qui nous fait triper. C'est-à-dire que faut que ça soit, alors bien sûr, on se base, c'est des chambres doubles. Donc, pour 2 personnes, si vous voyagez tout seul ou toute seule, on vous jumelle avec quelqu'un du même sexe. Donc, des chambres avec 2 lits dans ces cas-là, une salle de bain privée. Et bah, s'il y a une petite terrasse avec des fleurs, c'est encore mieux. C'est un petit peu ça qu'on recherche. C'est pas des chambres standardisées, froides et impersonnelles. On préfère la petite touche justement personnelle. L'idée aussi du Dolce Vita, c'est que bon, ben, normalement, c'est des destinations plutôt ensoleillées. On évite les grosses chaleurs quand même. Donc, on va pas aller en Andalousie entre juin et septembre. Et début septembre, c'est trop chaud. Donc, on va pas aller marcher à 35-40 degrés. Ça serait pas agréable. Par contre, on y va, on marche, il fait entre 15 le matin, 20, 25 l'après-midi, c'est hyper agréable. On se
on boit un petit apéritif, donc bière ou non alcoolisée ou vin ou ce qu'on veut en terrasse après la journée et on regarde les papillons passer et on regarde les fleurs. C'est un petit peu ça l'ambiance Dolce Vita qu'on veut donner. Donc ça, c'est nos voyages dont je vous parle ce soir. Donc en images, ça par exemple, c'est en Andalousie. C'est un énorme coup de cœur pour moi, cet hébergement-là. C'est le premier village où on va. On arrive là, il s'appelle Ferreirola. Et c'est extrêmement charmant. Donc ici, vous avez la porte d'une des chambres. Au-dessus, vous avez la terrasse d'une autre chambre. Et puis, il y a comme d'autres, cachés dans ce jardin très fleuri, il y a d'autres bâtiments blancs qui s'intègrent très bien et dans l'architecture, mais et dans le paysage local, avec des chambres, encore une fois, très simples et extrêmement agréables. Euh, il y a une sorte de poésie là-dedans. Puis on soupe soit, alors ça dépend des places, il y a des endroits où il va y avoir, dans l'auberge, il va y avoir une sorte de restaurant, donc on va souper dans l'auberge, ou sinon on va aller dans les restaurants qui sont à côté, comme c'est le cas ici. Donc ça, c'était une journée où il faisait particulièrement bon. On est allé, on a sorti les tables et on a mangé dans cette rue où de toute façon, il n'y a aucune voiture qui peut passer. Donc c'était très plaisant. Les pique-niques, ce sont toujours des moments réjouissants. Les guides en profitent pour vous faire goûter les produits locaux. Donc, on compose nos pique-niques, qu'on se répartit, chacun prend quelque chose dans le sac à dos, puis on sort tout pour manger le midi. Et donc, on compose avec ce qui existe sur place. C'est assez facile de s'adapter à certaines particularités alimentaires. Donc, ça, il faut nous le dire en amont. Il y en a, il y a plein de fois, en fait, c'est facile parce que on parle d'endroits où il y a aussi bien de la charcuterie que du fromage, que des produits frais. Donc, on peut jouer quand même avec même le sans gluten et tout. Mais non, ça, vous nous en parlez avant. Comme ça, si jamais il y a besoin de complémenter, notamment en protéines ou que ce soit, on vous le dit, puis vous vous adaptez et vous êtes serein. C'est ça. Mais sinon, après, on mange bien. Donc voilà. En termes de ça, c'était plutôt pour le côté confortable et le autour de la randonnée. En termes de randonnée, Dolce Vita, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Donc, on a envie des bonnes journées de marche. Et là, les trois voyages, pardon, dont je vous parle, c'est à niveau modéré. Modéré pour Caravanier. Et Caravanier s'adresse à des voyageurs à des randonneurs, en fait, à des gens qui ont l'habitude de marcher en montagne. Donc, un niveau modéré, nous, on a 5 niveaux chez Caravanier, c'est le numéro 2. Un niveau modéré, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut y aller. C'est vrai que si vous n'avez jamais, jamais fait de randonnée, que vous faites aucun sport, ça va vous paraître beaucoup plus difficile que modéré. Par contre, si vous avez l'habitude de marcher et de faire des randonnées, ben là, vous serez peut-être un petit peu fatigué en fin de journée le soir, mais vous aurez l'énergie pour recommencer le lendemain avec le sourire et en ayant beaucoup de plaisir, et c'est ça qu'on veut. Donc là, on parle de journées qui vont être en moyenne autour de 6 heures de marche, donc entre 5 heures et 7 heures. Il est possible qu'il y ait des journées où il faille chercher un petit peu plus d'énergie, parce que ça va être un 8 heures de marche, mais peut-être que la suivante, ça va être un 4 heures. Donc, on essaie toujours d'équilibrer les niveaux des journées de marche pour que, grosso modo, ça aille bien. Niveau modéré, ça veut dire aussi que c'est possible de sauter certaines journées. Donc, si vous avez une journée où vous n'avez pas envie de marcher, ça, vous en parlez en amont avec le guide. Ça vous permet de dire, ah ben moi j'aimerais bien sauter une journée. Est-ce que tu penses que demain ça sera possible? Et là, le guide va vous dire, bah ouais, demain pas de problème. Ou peut-être que le guide va vous dire, demain pour la logistique, vu qu'il faut se rendre à tel endroit, on change d'hébergement, c'est pas très pratique. Par contre, après-demain, tu peux. Ou alors le guide va vous dire, oh non, demain, c'est une tellement belle journée, on va le prendre cool, saute plutôt la suivante. Enfin bon, bref, vous vous arrangez avec le guide et généralement, ça se fait bien. Donc, c'est vraiment des vacances. L'idée, c'est que ce soit des vacances sans charge mentale et où quand même, ben, vous allez bien utiliser vos jambes et c'est un peu l'idée. On fait des belles journées de marche. On a du dénivelé, c'est jamais plat les endroits où on va. Donc, pour celles qui sont allées au Portugal, il va y avoir un peu plus de dénivelé. Pour celles qui sont allées au Pays Basque, ça va être assez similaire dans les voyages dont je vous parle ce soir. On marche juste avec le sac à dos pour la journée. Les bagages sont transférés d'un hébergement à l'autre et on essaie toujours de dormir, quand c'est possible, 2 ou 3 nuits à chaque hébergement. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est quand même assez rare. Ça, c'est un petit peu le niveau modéré. J'ai mis juste pour information ce que c'est que le niveau suivant chez Caravanier, parce que selon les gens,
parfois, on a des retours des voyageurs qui nous disent: «Ah ben non, ça vraiment, c'était plus que modéré». Et là, on leur explique ce que c'est que le niveau suivant chez Caravanier. Parce que voilà, chaque agence définit ses critères et effectivement, c'est un niveau modéré. Et puis, on a des niveaux modérés un peu plus finalement, qui demandent un peu plus d'efforts que d'autres. Mais ça dépend tellement de comment chacun se sent, chacun s'est entraîné, chacun se sent à ce moment-là, comment on a récupéré du décalage horaire et tout. C'est tellement subjectif que, bon, ben, on les a à un moment donné. Quelqu'un qui a fait le voyage en Crète, il va avoir du plaisir en Andalousie. Quelqu'un qui est allé euh, en, qui est allé au Pérou, va avoir du plaisir aux Canaries. Donc, c'est des niveaux quand même qui sont assez similaires et c'est ça qu'on veut pouvoir. Parfois, il faut aller chercher un petit peu plus d'énergie, mais un peu plus d'effort. Si vous êtes capable de faire l'un, vous êtes capable de faire l'autre quand même. Le premier circuit dont je vous parle, c'est l'Andalousie. Je suis contente, j'y vais dans 2 semaines. L'Andalousie, et je vous parle de son petit frère, c'est la version non guidée ou de sa petite sœur, de ce voyage en Andalousie. Donc, l'Andalousie, on est au sud de l'Espagne. Vous voyez ici, vous avez le détroit de Gibraltar. On arrive à l'aéroport de Malaga. C'est une ville où on ne va pas rester. Donc, euh, on ne le visite pas dans le voyage. Par contre, Air Transat a des vols directs en ce moment pour Malaga, mais pas à tous les jours. Donc parfois, si vous voulez un vol direct, ça va vous faire arriver 24 ou 48 heures d'avance. Et quelque part, c'est super bien parce que vous allez pouvoir, on vous aide si besoin, mais sinon, vous réservez un hôtel à Malaga. Ça se fait super bien à pied. C'est une jolie ville. Il y a plein de choses historiques. Et puis, vous avez comme la douceur de vivre à l'espagnol. C'est en bord de mer, vous pouvez aller vous baigner, il y a le port à observer, le marché, le centre historique. Euh, et voilà, ça vous permet de vous remettre aussi du décalage horaire avant de commencer le voyage. Mais sinon, vous arrivez le jour J et c'est bien correct. Après Malaga, hop, on va dans les montagnes. Donc c'est ça, la Sierra Nevada. Il faut savoir que Sierra Nevada, ça veut dire montagnes enneigées. Et on va aller marcher pendant 9 jours. Sur la version en liberté, un chauffeur vient vous chercher effectivement à l'aéroport ou à votre hôtel à Malaga et vous amène dans la montagne. Et là, la version en liberté, on a coupé 2 jours qui étaient trop difficiles à s'orienter. Donc c'est 7 jours de marche. Et ensuite, on va visiter Grenade avec son Alhambra. Et puis on revient pour reprendre l'avion. Moi, là où je vous emmène ce soir, et là où je trouve que ça y est, le voyage commence, ça y est, on oublie tout le reste, c'est quand on franchit cette porte bleue. Cette porte bleue, c'est la porte de notre premier hébergement à Ferreirola, et c'est un peu comme une entrée sur un petit paradis. Et c'est surtout, ça marque le début de notre voyage parce que à partir de là, on pose les affaires, on s'installe, et puis on va se promener un petit peu, puis dès le lendemain, on attaque les randonnées. Donc, la particularité de cette région, euh, c'est que dans la montagne s'égrènent un petit chapelet de villages qui sont vraiment tout blancs. Et c'était des villages qui datent de l'époque des Maures, donc les Maures, les Maures. Les Maures, donc on parle entre les années 700 jusqu'aux années 1500 à peu près, ont été présents dans cette région. Ils avaient apporté leur manière de cultiver, donc tout en terrasse, toute l'irrigation, beaucoup de travaux de canaux qui vont alimenter ces terrasses. Et tous les villages étaient reliés par tout un réseau de sentiers. Et c'est ce réseau-là qu'on utilise encore de nos jours pour faire les randonnées. Donc on se déplace de village en village. Voilà. Donc typiquement les petites cheminées et les villages dans lesquels on se déplace. C'est des tout petits villages. Certains ont peut-être 26 habitants, d'autres en ont 500. Ouh, ça c'est un très gros village là-bas. Euh, et les chemins les relient. Vous verrez, les chemins en Andalousie sont bons. Donc, ceux qui sont allés en Crète, c'est beaucoup plus facile en termes vraiment de sentiers. Après, en termes de dénivelé, de kilométrage, c'est pas plus facile qu'en Crète. C'est un petit peu le même effort. Mais les sentiers sont bien tapés. Puis, ça s'appelle la Sierra Nevada. Sierra Nevada, Sierra c'est chaîne de montagne en espagnol et Nevada c'est enneigé parce que nous sommes en fait sous le Mulhacén. Donc là, la montagne blanche que vous voyez,
C'est la montagne la plus haute de l'Espagne continentale. Elle culmine à presque 3500. Là, c'est pas le vrai sommet qu'on voit. Le vrai sommet, on le voit pas, il est caché derrière. Donc ça, c'est comme le premier petit sommet. Puis quand on arrive là, après, on se rend compte qu'en fait, il faut monter plus loin. Il s'appelle le Moulacen. À 3500 mètres, et donc en fait, tout ce qui est au-dessus de 2000-2500 mètres est tout enneigé l'hiver. Puis à 3500 mètres, les névés vont rester quand même jusqu'au milieu de l'été. Donc, euh, Sierra Nevada, donc les montagnes sont toutes blanches quand même une bonne partie de l'année. Si vous y allez au printemps, vous allez voir les amandiers en fleurs en bas au printemps et les montagnes enneigées en haut. C'est absolument magnifique. Si vous allez à l'automne, il y aura plus de neige dans les montagnes, mais vous allez avoir toutes les belles couleurs de l'automne et tous les fruits, donc les amandes, donc vous aurez tout ce qu'on voit en fleurs en fait au printemps, on le mange à l'automne. Donc pour les gourmands, c'est très bien de picorer en marchant et de manger des figues, des châtaignes, des amandes, des noix, etc., etc. Il y a 9 jours de marche, en gros, il y a 3 jours un peu faciles, 3 jours moyens, puis 3 jours à point, si on fait la comparaison. Encore une fois, il s'équilibre et finalement, c'est assez plaisant. Euh, Ce voyage-là, il faut savoir que normalement, on va dormir dans ce refuge. Mais actuellement, depuis, je pense, quasiment 4 ans, il est annoncé en travaux. Donc, cette année, ils n'ont pas prévu de le réouvrir. Sur place, les gens disent qu'en fait, les travaux auraient potentiellement pas encore commencé. Donc, j'y compte pas non plus vraiment sur l'année prochaine. Le jour où ça rouvre, on va remonter dormir au refuge, ce qui nous permet de faire l'ascension du Moulin-Seine. Mais actuellement, pour cette année et probablement pour l'année prochaine, on ne fait pas l'ascension du Moulin-Seine. Ça ne veut pas dire que le voyage est plus facile pour autant. Et vraiment, notre manière de faire, c'est que quand on se fait déposer au premier village, on ne prend plus de véhicule pour 9 jours. Donc c'est vraiment 9 jours où on marche, on vit au rythme de nos pas et on passe 3 nuits dans chaque hébergement. Donc 3 nuits dans le premier hébergement, on fait des randonnées en étoile, ouais, donc des petites boucles où on revient dormir au même endroit. Et après, on va marcher jusqu'au village d'après. Les bagages nous ont suivis. On y redort 3 nuits, tant qu'on n'a pas le refuge. Là aussi, des randonnées en étoile. Et puis ensuite, la journée d'après, on fait la traversée de la Sierra Nevada, enfin, donc d'une crête particulièrement haute pour ensuite aller dans la vallée d'à côté. Et ainsi de suite, on refait 3 nuits à cet endroit-là avant d'aller à Grenade. Ça donne un côté très relax au voyage, le fait de dormir 3 nuits à chaque fois au même hébergement. C'est finalement assez déconnectant et assez magique de nos jours. Donc voilà, je trouvais que cette photo, c'est un peu je pense que c'est la dernière du trek. Ça représente le printemps qu'on vit en Andalousie. Et ensuite, on finit à Grenade. Donc Grenade, c'est une ville très belle qui est dominée par l'Alhambra. L'Alhambra, c'est l'ensemble de bâtiments que vous voyez là. Ce sont des petits palais, en fait, qui s'imbriquent les uns dans les autres, entourés de jardins magnifiques, d'un secteur qu'on ne voit pas sur la photo, qui est fortifié, qui est très ancien. Et c'est des beautés architecturales. Et puis en plein milieu, il y a ce gros palais qui date du XVIe siècle, qui n'est pas un palais mort, contrairement aux autres, et qui a une architecture beaucoup plus imposante. Il y a une raison historique à ça. Donc l'Alhambra, on va la visiter. Ça fait partie des plus beaux bâtiments, je pense, qui existent en Espagne. Et vous voyez, derrière, on voit vraiment la Sierra Nevada enneigée. Donc c'est une photo qui a dû être prise au début du printemps, parce qu'il y a déjà des feuilles dans, dans les arbres. Dans les arbres, donc à Grenade, qui n'est pas haut en altitude, mais derrière, vous voyez à quel point c'est enneigé quand on y va, pardon, quand on y va tôt. Donc voilà pour l'Andalousie. Euh, je pense que j'y suis allée une dizaine de fois y guider et j'y retourne chaque année, enfin chaque année, pas chaque année, mais à chaque fois que j'y retourne, j'éprouve le même plaisir. En tant que guide, c'est un voyage que je recommande à tout le monde. Euh, je pense que j'ai envoyé toute ma famille là-bas. C'est vraiment un de mes grands plaisirs, un de mes coups de cœur, je pense.
Donc ça fait 13 jours, ce qui permet de rallonger un petit peu plus si vous avez le temps de passer 2 jours de plus à Malaga avant ou après. On a le départ, j'ai oublié de préciser, le départ du 20 avril au 2 mai, il est déjà confirmé et il reste, je ne vous dis pas de bêtises, 4 places. Et après, donc 28 septembre ou celui d'octobre, le 12 octobre, on prend les inscriptions. La version en liberté, je vous disais, elle a 2 jours de moins. De marche et vous choisissez vos dates, vous composez votre groupe, il faut être 2 personnes minimum, il faut être autonome parce que ça s'adresse à des voyageurs qui ne seront pas guidés, donc qui savent se débrouiller avec une carte, avec un GPS. On vous donne les traces GPS parce que en Andalousie, les sentiers, il y en a beaucoup, donc parfois c'est un peu difficile de se repérer. Donc, il faut être à l'aise avec son GPS. Faut pouvoir baragouiner quelques mots d'espagnol pour pouvoir se faire comprendre. Et puis, vous vous organisez sur place avec tous les documents qu'on vous donne, qui sont très détaillés. C'est comme un carnet de voyage très détaillé. Voilà. Vous pouvez y aller avril, mai. Après, il commence à faire trop chaud. Et on peut commencer à y retourner vers mi-septembre et puis octobre, voire même éventuellement début novembre, éventuellement. On traverse maintenant, en fait, géographiquement, c'est quand même assez loin de l'Espagne, mais les Canaries sont un archipel espagnol et c'est situé en face du sud marocain, dans l'Atlantique. C'est un archipel, donc je vais vous parler de 2 voyages. Donc on a les îles volcaniques, qui est notre voyage historique aux Canaries, et sa petite sœur, la version en liberté, où on voit donc Tenerife et La Gomera en, en liberté, donc de version non guidée. Donc, je vous disais, vous voyez le Sahara ici, on est vraiment, c'est le sud du Maroc. Et bien, en face, il y a un archipel d'îles, avec notamment ici, ce sont les Canaries. Plus au nord, il y a Madère. Mais ici, les Canaries, vous avez ici, si vous voyez bien, Tenerife, qui est donc une des îles sur lesquelles on va marcher. Et le petit confetti à côté, qui est quand même bien rond, c'est La Gomera. Tout à l'heure, je vous parle de notre voyage étoile filante 2027. C'est celui sur lequel on va sur la Palma. Voilà. Donc là, pour l'instant, Tenerife et La Gomera. Tenerife, c'est donc une île en forme de guitare, un petit peu, surmontée par un volcan. En fait, l'île a été formée par 3 éruptions volcaniques, 3 volcans. Et celui qu'on voit le mieux de nos jours, c'est le Teide. Et c'est lui le sommet de l'Espagne en général, parce qu'il est à 3700 mètres et des poussières volcaniques. Donc, il est plus haut que tout ce qu'on trouve, que le Moulacène dont on parlait tout à l'heure, ou même que les sommets des Pyrénées. Ici, vous avez la pointe nord, ou plutôt nord-est, c'est la péninsule de Anaga. C'est un parc rural qui s'appelle donc ou un parc national ici qui s'appelle Anaga. Il y a une petite ville coloniale sur laquelle on s'installe pour 3 nuits, ce qui va nous permettre de découvrir Anaga. Ensuite, dans le voyage, on va aller prendre le ferry qui va nous amener à La Gomera. Quand on revient de La Gomera, on va s'installer sur les flancs enfin, en fait, sur les flancs au sens large du volcan du Teide, dans un village qui s'appelle Villaflor, qui va être notre point de départ pour explorer le parc national du Teide. Donc ça, c'est un petit peu notre idée pour découvrir Tenerife. Dans les Canaries, les paysages sont assez abrupts, euh, avec des couleurs qui marquent. Donc ce qu'on retient souvent des Canaries, euh, mis à part qu'on a bien marché, c'est les couleurs. Donc, il va y avoir la terre qui est parfois noire, parfois orange, parfois couleur terre, et parfois jaune. Et donc, c'est assez spectaculaire. Et selon comment est exposé le versant de montagne sur lequel vous êtes, il va y avoir soit beaucoup de végétation, soit une végétation très aride, soit pas de végétation du tout, ou carrément une forêt complètement verte. Et ça fait un paysage qui est extrêmement varié et qui est très très différent. Donc, dans nos randonnées dans le coin d'Anaga, bon, ça monte, ça descend, toujours. On pique-nique, toujours, bon, normal. Ça va nous faire arriver dans un petit village où il y a donc cette piscine pour se baigner. Il faut savoir que toute la côte nord
de Tenerife en hiver, ou en tout cas l'hiver au sens large, donc automne, hiver et début de printemps, les courants fait que c'est trop dangereux de se baigner. Mais dans les petites piscines qui sont protégées, là, on peut se baigner parce que justement, elles sont protégées. Donc là, c'est une piscine naturelle. La piscine en elle-même est protégée des courants par les rochers. Donc là, ben, c'est sécuritaire de se baigner. C'est un voyage où quelques fois, il va y avoir quelques baignades, aussi bien dans la version liberté que dans la version guidée. Et, euh, euh, et voilà, donc ça joint l'agréable au rafraîchissement. À la toute fin, quand je vous dis on revient dans le parc national du Teide, ça c'est le Teide. Donc vous voyez ce sommet qui est enneigé. On va avoir une découverte de tout le parc qui est autour, donc toute une journée pour découvrir ça. Et on a une journée pour faire des randonnées où on monte un petit peu plus. Donc soit on va monter sur le Teide. euh, le sommet il est à 3 500 mètres, c'est une grosse randonnée qui impacte un petit peu. On peut de moins en moins promettre qu'on va la faire parce qu'il y a des permis. Il y a des permis, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit téléphérique qui monte jusqu'à cette cabane-là. Donc il y a des permis pour marcher et faire pour la randonnée, pour arriver, on marche vraiment de l'autre côté quand on monte. Ça permet en fait de marcher à travers différentes coulées de lave de différentes couleurs, ce qui est très intéressant. Et donc après, on arrive au sommet du téléphérique et là, on se retrouve plein de monde. Donc il faut des permis pour ça. Généralement, ceux-là, on les a sans problème. Par contre, il faut aussi des permis pour faire cette dernière portion entre la cabane du téléphérique et le sommet. Et là, tous ceux qui montent en téléphérique veulent avoir les permis et il y en a très peu. Donc, obtenir les permis pour un groupe, c'est quasiment mission impossible. Donc, ça, c'est récent. C'est un nouveau système qui a été mis en place à la fin de 2025 et qui est assez, bah, qui nous met un peu des bâtons dans les roues. Et en fait, il n'y a que des agences sur place qui réussissent à récupérer les permis et qui ont, comme je pense, des partenariats auxquels nous, on n'a pas accès. Donc, objectivement, si ça tenait qu'à moi, hein, pour avoir gravi le Teide, c'est pas une montagne que je trouve particulièrement belle. C'est pas un sommet que je trouve particulièrement beau. En haut, ça sent le soufre. C'est le principe d'un volcan. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir ces différentes coulées de lave et de marcher dans un paysage qui est complètement lunaire. D'autres sommets alentours permettent cette même expérience de paysage lunaire, de coulées de lave et donnent une super vue sur le Teide. Donc, si on n'a pas les permis, si la météo fait que les sentiers sont fermés, donc typiquement dès qu'il y a un petit peu de neige, là-bas les sentiers sont fermés, donc en hiver ça peut arriver vu la hauteur de cette montagne, eh bien on va marcher sur les autres montagnes alentours et parole de guide, on n'y perd pas au change. C'est quand même une super expérience. Voilà, donc ça c'est le parc national du Teide. On y va dans tous les cas, on ne fait pas la même randonnée en fonction non seulement des permis, mais aussi de la météo, des conditions, puis comme de l'intérêt du groupe. Ici, vous avez une carte de La Gomera. Donc, La Gomera, c'est ce petit confetti au large de Tenerife qui, si on le repassait pour étaler tous les plis, serait au moins aussi grande que Tenerife, mais qui, là, est beaucoup plus petite parce que ça a été froissé par les mouvements des plaques. Et donc, ça veut dire que c'est que des vallées. euh, que des vallées, donc ça veut dire aussi que ce n'est jamais plat. Le National Geographic a appelé la Gomera le paradis des randonneurs. Et c'est pas pour rien. Donc nous, le ferry ici nous débarque à Saint-Sébastien. On va y passer une nuit, parce on y arrive en après-midi. C'est une petite ville agréable, on peut se baigner. Et le lendemain, on va, pardon, rouler avec différents points de vue spectaculaires jusqu'à Chipoudet. Et à partir de Chipoudet, on va faire comme un gros demi-tour de la Gomera, quasiment. Ouais, on fait donc de Chipoudet, on va passer à Las Hayas, on va passer à Vallehermoso, on va passer à Agulo, on va passer à Hermigua et de là, on va remonter vers le sommet du parc national de Garajonay. Donc, on met 6 jours pour marcher tout ça. Encore une fois, on dort plusieurs nuits, à part Saint-Sébastien, on dort plusieurs nuits et Vallehermoso aussi juste une nuit.
on dort plusieurs nuits dans les autres hébergements, ce qui nous permet de faire des randonnées en boucle et de pouvoir prendre des journées de repos. Donc ici, on a le petit village de Agoulo qui surplombe la mer. Là aussi, vu le terrain, pour pouvoir cultiver, à l'époque, ils étaient obligés de cultiver en terrasse, avec donc des systèmes de terrasse. Ici, on a le départ le matin pendant, pendant l'été. Les sentiers sont bons. Encore une fois, c'est des sentiers qui sont bien tapés, un peu comme en Andalousie. Et là, on va avoir des parties. Encore une fois, la palette de couleurs est toujours aussi marquée que sur l'île de Tenerife. Et donc, on va avoir des parties où on est sur une zone très aride, un petit peu comme on voit là, et des zones où c'est vraiment très très végétal. Et parfois, c'est juste selon où on regarde du côté de la crête, donc côté droit ou côté gauche. Là, ça, c'est la montée depuis Agoulo. Donc, vous voyez la couleur de la roche. Je vous expliquais un petit peu tout à l'heure ce que c'était qu'un voyage en liberté. Donc, ça s'applique aussi, le voyage en liberté aux Canaries. En vrai, on dit plutôt un voyage non guidé, parce que la liberté est limitée. Ce qu'on veut dire, ça veut dire que vous allez choisir avec qui vous partez. Il faut être deux personnes minimum pour des raisons de sécurité, mais vous pouvez être plus nombreux si vous le voulez. Vous allez choisir quand vous voulez partir. On va vérifier quand même que c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour vous dans les hébergements notamment. Et puis, on va tout vous organiser. Donc, le transport des bagages qui va arriver d'un hébergement à l'autre. Vous partez avec un document très complet qui vous explique en gros vers quelle heure partir le matin, comment organiser votre journée, comment vous repérer, où aller chercher votre pique-nique, etc., etc. C'est un petit peu l'idée de ces voyages-là. Aux Canaries, la particularité, c'est qu'on inclut, en fait, le parc national du Teide, dont je vous parlais tout à l'heure, est quasiment impossible de visiter si on n'a pas un véhicule. Donc, on a inclus une journée guidée, qui est guidée par le même guide qui guide tous nos voyages aux Canaries, par Claudio. Et Claudio, dans cette journée-là, donc non seulement avec son véhicule, il vous amène, il vous montre les plus beaux endroits du parc national du Teide, puis aussi il va vous raconter toute la géologie qui est avec. Et puis, c'est le moment où ben, vous allez en savoir plus pour toute la suite de votre voyage. Donc ça, c'est la version non guidée. L'avantage des Canaries, c'est qu'on peut y aller toute l'année. Donc peut-être qu'en février, il y a quelques gouttes de pluie de plus. En juillet-août, il fait un petit peu plus chaud. Mais ça reste que c'est agréable toute l'année les Canaries. Donc là, on a Claudio en première ligne, suivi ensuite de tous les randonneurs. C'est jamais plat. Les montées et les descentes sont plutôt abruptes. Donc ça, il faut y être préparé. Mais les journées sont jamais très longues. Si on regarde en termes de kilométrage, donc on vous donne jamais les kilométrages. Et ça, c'est un parti pris chez Caravanier. On préfère parler en journée. Journée complète, demi-journée. Ça va être une journée un peu longue ou pas trop longue, plutôt courte. Bon, voilà. Euh, Parce que ça n'est pas représentatif. C'est-à-dire qu'une randonnée de 15 kilomètres au Québec, on va pas avoir le même effort ni la même sensation qu'une randonnée de 15 kilomètres aux Canaries ou qu'une randonnée de 15 kilomètres en Andalousie. Donc on préfère vous parler en nombre d'heures d'effort, c'est plus représentatif de ce que vous allez vivre que le kilométrage. Voilà. Donc, je vous disais, on peut aller à peu près toute l'année. Il fait un petit peu plus chaud, donc il fait entre 24 et 29 degrés aux heures les plus chaudes entre juillet et août, ouais, juin, même juin et même septembre. Euh, Par contre, c'est très confortable ben, en fait tout le reste de l'année. Donc là, cette année, on a des groupes, ah ben voilà, ça s'en vient bien. On a un groupe sur les vacances de la construction. Et sinon, notre groupe d'octobre est déjà complet et le groupe de novembre, je me demande si, entre-temps, il n'est pas déjà confirmé. Donc, il est à peu près sûr de partir. Puis, pour juillet, on prend des inscriptions. C'est une des rares destinations où on peut aller toute l'année, ce qui est très agréable. Pour la version à pied, alors c'est pas très facile à lire, pour la version pardon, non guidée, donc, c'est un voyage de 12 jours. On l'a raccourci un petit peu. Vous pouvez tout à fait rajouter quelques journées de plus. On vous donnera des suggestions pour profiter au plus. Et on peut y aller toute l'année.
Voilà. La seule chose qu'on va faire, c'est s'assurer donc de la disponibilité des hébergements avant. Sachant que les Canaries, c'est quand même connu pour la randonnée et puis bon, après aussi pour autre chose que la randonnée. Donc, pendant les randonnées, on n'est pas gêné par les marcheurs, c'est quand même très agréable. En Andalousie, si on croise 10 marcheurs dans tout le voyage, c'est beaucoup. Canaries, on va en voir un petit peu plus, mais finalement pas tant. Pardon, pas tant que ça non plus. Donc, donc vraiment, c'est pas là où ça bloque, c'est vraiment la disponibilité dans les hôtels parce que c'est connu aussi pour un tourisme un peu plus balnéaire ou plus de découverte. Voilà. Et je vous parle d'une petite nouveauté. Donc, je vous le disais, c'est, il n'est pas encore sur le site, il devrait y être d'ici quelques semaines et c'est un voyage qui va être exceptionnel. Un voyage étoile filante chez Caravanier, c'est un voyage comme une étoile filante, qui brille très fort dans le ciel et qui s'évapore. Donc c'est un voyage qui va être marquant et dont on va beaucoup parler et puis après il reviendra probablement pas. Parfois on a des voyages étoiles filantes qu'on finit par mettre au calendrier de manière régulière, mais c'est assez rare. Parce que c'est des voyages qui demandent souvent une logistique un peu plus poussée, plus complexe, qui est plus difficile à répéter d'année en année et qui demande, c'est ça, comme un état d'esprit aussi un petit peu particulier des participants, parce qu'il faut savoir que ben, vous partez pour un voyage qui est moins rodé forcément, parce que c'est quelque chose que le guide connaît, et particulièrement aux Canaries, le guide connaît toutes les randonnées, tous les endroits où on va, mais exactement cet enchaînement, c'est la première et probablement la dernière fois qu'on le fait, donc ça demande un peu de flexibilité dans les voyages. Cette année, on lui donne un seul départ et c'est un 15 jours. On commence, donc La Palma, c'est ici, donc c'est une île qui fait partie vraiment des grandes îles classiques de randonnée. Et nous, on va se concentrer d'abord sur la partie nord, sur la partie centre, et bien sûr, on va aller voir tout ce gros volcan, cette caldeira. La Palma a fait quand même beaucoup parler d'elle en 2021 ou 22, si je me trompe pas, parce que un volcan est rentré en éruption, a enseveli donc toute une partie de l'île, cette partie ici, et c'est ça. Donc toutes les routes n'existent plus, etc., etc. Mais c'est en train de reconstruire, notamment les villages et les habitations. Mais donc c'est vraiment une île très volcanique. On va finir le voyage ici, à Santa Cruz, avec un événement un peu spécial dont je vous parle à la fin. Avant d'aller à La Palma, on arrive, parce que l'aéroport, c'est plus pratique d'arriver à Tenerife. À Tenerife, comme on a déjà le voyage où on va dans la région d'Anaga, on va dans la région du Teide. Là, on s'est dit, on va aller dans la troisième région, qui est la péninsule de Teno. Donc, si vous vous souvenez de la guitare électrique, le manche, c'était vers Anaga. Le Teide, c'était vraiment le centre de la guitare. Et Teno, c'est la pointe qui est la plus à l'ouest. L'ouest qui tire un petit peu vers le nord. Ça va être l'ouest. Et c'est là où il y a le canyon de Masca qu'on voit ici. Ça va être l'occasion en fait d'être sur cette péninsule de Téno pour faire de randonnées, pour s'approcher de la mer et pour voir un petit peu. C'est aussi l'occasion en fait de se déposer un petit peu avant de reprendre le ferry et de rejoindre l'île qui est en face, l'île de La Palma, enfin, qui est au nord. Donc ça, c'est la péninsule de Téno. Euh, Et voilà. Et donc là, ça y est, on a traversé et on est à La Palma. L'idée à La Palma, ça va être de marcher. Encore une fois, on va beaucoup marcher. On va tout faire à pied. Il y a un peu plus de déplacements en véhicule parce que comme l'île est un petit peu plus étalée, on n'a pas les infrastructures. En fait, il n'y a pas des villages partout. Il n'y a pas des refuges partout qui permettraient d'aller d'un hébergement à l'autre. Il nous faudrait plusieurs semaines pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Donc, on va prendre un petit peu plus de véhicules pour aller au point de départ des randonnées le matin et puis en revenir le soir. Ici, on a la caldera des Taburiente. Donc, il nous faut prendre des jeeps pour pouvoir aller au point de départ et de là faire une superbe randonnée. Donc, on est au cœur du volcan.
Si on comprend bien, c'est là où il y a le creux, la partie effondrée du volcan et puis toutes les crêtes autour. C'est une des plus grandes calderas. On ne nonobste pas le, le plaisir de la bodega du coin. Donc, dans le nord de La Palma, il y a des vignobles, donc on va en profiter. Et puis, donc, on va marcher aussi bien, on a vu donc dans le creux de la caldeira, mais aussi sur les crêtes alentours. Il n'y a pas qu'un seul volcan, il y a plusieurs volcans. On va marcher une dizaine de jours, même une douzaine de jours. Et on a calculé les dates, et c'est pour ça que les dates sont fixes, pour finir sur le carnaval de los Indianos. C'est une célébration qui est très spéciale. Il faut savoir qu'il y a une grande partie de la population qui a émigré dans les siècles derniers pour aller vers le Nouveau Monde, donc pour aller notamment au Venezuela ou dans les îles Caraïbes à la recherche d'une vie meilleure. Et quand ils revenaient, ces gens-là, je vous parle à l'époque, ils revenaient, ils montraient de manière assez ostentatoire les richesses qu'ils avaient accumulées et comme ils vivaient bien. C'était un petit peu l'enjeu, c'est de montrer comme on avait bien réussi dans notre vie d'émigrés. Et donc, ce festival, ce carnaval-là, donc tout le monde s'habille en blanc avec, puis lance parfois de la poudre ou de la farine, je ne sais pas trop ce que c'est, avec le style des années 20, un petit peu. Donc, vous voyez comment ils sont habillés. Et c'est une, deux ou trois journées de festivités. Puis nous, on a choisi d'assister à une journée de festivités. C'est connu, donc les Canariens y vont beaucoup. C'est un hommage donc à ces immigrés qui revenaient et qui parfois repartaient encore s'émigrer. Et c'est vraiment un hommage à cette période-là et à ces gens-là. Donc, c'est notre enjeu, c'est d'avoir les dates pour être pile poil sur, pile poil présent lors du carnaval. Donc, un seul départ, 26 janvier au 10 février. Le voyage sera en ligne dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Voilà, donc là, on va passer aux questions. Alors, j'espère que vous avez plein de questions. Je vais arrêter de partager mon écran ici. Et avec un peu de chance, je vais regarder si m'avez mis des questions pour l'instant. Oh, avant de partir, j'avais un petit sondage pour vous. Voilà. Donc là, je vous laisse répondre à ce sondage-là avant de quitter. Puis ensuite, pendant ce temps, si vous avez des questions, ben, je trouverais ça formidable si vous pouviez. Donc normalement, vous avez un sondage qui s'est affiché à l'écran et vous pouvez y répondre. Ok, c'est bon, c'est parti. On a au moins une personne qui l'a trouvé. Euh, donc, mais bon, si c'est Lucie qui est déjà inscrit ou Guylain qui est déjà inscrit pour l'Andalousie, je sais que vous y allez cette année. Donc, continuez tout le monde à répondre. Donc, ce que je voulais dire d'autre, euh, c'est que on est disponible. Donc, si vous appelez au bureau, vous allez parler avec Alexandre ou avec Frédéric, c'est pour les voyages non guidés. Et puis, ben voilà, on sera disponible pour vous aider à choisir et pour bien vous préparer. Avant les départs, on vous remet bien sûr une liste d'équipements qui est très complète. Peut vous donner des conseils sur comment s'entraîner et se préparer. Bien sûr, on va évaluer le niveau de chacun pour s'assurer que ça va être le bon voyage pour lui et réciproquement que c'est le bon voyageur pour ce voyage-là. On a toujours une super ambiance dans les groupes. C'est très sympathique, les voyages de groupe. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'être en groupe et qui sont très autonomes, regardez vraiment les versions non guidées. C'est quand même très agréable aussi. Il y a un peu plus de charge mentale, un peu plus de réflexion à avoir. Alors que quand il y a le guide, ben, c'est lui qui prévoit les pique-niques, etc., etc. Donc on est assez relax. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Avant le départ, on fait une rencontre pré-départ. Donc soit avec le guide, soit avec moi. Il y a une rencontre pour se préparer pour vraiment les dernières finalités. Et donc ça, c'est à chaque fois. Donc, je vous remercie d'avoir. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. On sera cette fin de semaine au Salon plein air à Montréal. Donc, venez nous y voir. Moi, je suis là samedi et dimanche. Et puis, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Et voilà, à bientôt. Merci.